Jean Housset. Nous allons passer tout de suite un moment maintenant avec Philippe Mérieux. Et puis, après les deux interventions, vous aurez la possibilité de poser des questions, si vous en avez bien sûr. Mais il y en a tout plein, probablement. Alors, Philippe Mérieux, professeur émérite en sciences de l'éducation à l'université Lumière Lyon 2. Alors, ses nombreux livres touchent à la pédagogie. Il en a fait beaucoup. J'ai envie d'en citer quelques-uns parce que ça montre comment il aborde toutes les facettes de la pédagogie. Alors, pédagogie, le devoir de résister. Un autre, lettre aux grandes personnes sur les enfants. On est bien toujours dans ce domaine de l'éducation et qu'on touche le... Donc, c'est lettre aux grandes personnes sur les enfants d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier le d'aujourd'hui. Il y a un autre livre qui est aussi très important et qui est assez récent, en 2013, Pédagogie des lieux communs aux concepts clés. Et là, on voit bien tout ce qui se passe avec un concept, les déviations, le sens, comment le sens peut se perdre, comment on peut le retrouver, un travail très important aussi. Et puis, un autre livre qui s'appelle « Comment aider nos enfants à réussir à l'école, dans leur vie, pour le monde ». Et enfin, alors je pourrais en citer, vraiment, je crois que je peux dire des dizaines. Le dernier, sauf erreur, je ne me trompe pas, je ne crois pas, mais il y a toujours un livre en préparation chez Philippe Mérieux. Mais le dernier qui vient de sortir, Éduquer après les attentats. Quand nous avons imaginé le colloque, on ne savait pas encore qu'il y aurait ce livre de Philippe Mérieux. Et Philippe Mérieux, quand il a écrit ce livre, là on est des témoins de ça, ne savait pas qu'il y aurait les attentats à Nice. C'était quelque chose qui est venu après coup. Donc on est bien dans la question qui nous touche beaucoup. En fait, pourquoi on a besoin aujourd'hui de tellement réfléchir ensemble à ce qui se passe, parce qu'on est ébranlé aussi avec tout ça. Alors, Philippe Mérieux a vraiment l'habitude de nous accompagner dans les colloques, dans les conférences, dans les recherches qu'on fait. Et aujourd'hui, le titre de sa conférence, c'est « Quel avenir pour le commun dans notre éducation ?» Alors, Philippe, à toi la parole. Merci, Étiennette. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai changé le titre, Étiennette. Je suis vraiment désolé. J'aurais jamais dû non plus accepter que Jean parle le premier. Non ? Non, parce que, de toute évidence, il a posé les questions à un niveau à la fois de complexité et d'intelligibilité qui me paraît particulièrement important. Et j'ai le sentiment de devoir un peu redescendre à ras de terre avec le propos que je me propose d'avoir avec vous ce soir. Néanmoins, il sera totalement dans la continuité, bien sûr, de ce que Jean vient de vous dire, puisque je me suis résigné, après avoir cherché à traiter le titre initial et ne pas y être parvenu d'une manière satisfaisante en 45 minutes, à utiliser un titre beaucoup plus banal, beaucoup plus générique, puisque j'ai simplement intitulé ces quelques remarques « La pédagogie comme utopie », ce qui n'est pas tout à fait la même chose que ce que Jean nous a dit il y a un instant. Alors, en introduction, je voudrais, et là je vais peut-être aussi un peu me décaler par rapport à ce qu'a dit Jean, indiquer que, à mes yeux, l'utopie et la pédagogie ne font pas nécessairement bon ménage. L'utopie et l'éducation ne font pas nécessairement bon ménage. D'abord parce que si on revient dans le passé et qu'on regarde l'ensemble des grandes utopies, de la République de Platon, à la Cité de Dieu d'Augustin, à la Cité du Soleil de Campanella, à l'utopie de Thomas More, on s'aperçoit que précisément ce qui caractérise ces cités utopiques, c'est qu'elles congédient l'éducation. Il n'y a pas d'éducation dans les cités utopiques. Il y a de la sélection,
il y a de la prédestination, et chaque individu a dès sa naissance une place assignée pour faire marcher une machine qui se reproduit, pour reprendre l'image de Lévi-Strauss, comme une horloge identique à elle-même, en excluant que quiconque puisse faire des choix qui mettent en péril ce fonctionnement machinal, circulaire, qui affecte à chacun des places en fonction d'un destin à la fois individuel et collectif. On pourrait dire d'une certaine façon qu'à cet égard, les grandes utopies, celles que je viens de citer, en particulier évidemment celle de Thomas More, si elles représentent une sorte de progrès social considérable, puisque dans une époque où triomphe la famine, où triomphe l'injustice, ce sont des cités où chacun a le droit de vivre et où il est reconnu dans une fonction sociale. S'il y a un progrès à travers ces utopies, il y a aussi dans ces utopies une face nocturne, comme dirait Durand, qui est celle d'une société figée, rigide, où le projet d'un sujet serait en quelque sorte vécu comme venant perturber le fonctionnement idéal d'une société parfaite. Et dans la lignée de ces grandes utopies historiques, on pourrait dire que 1984 d'Orwell ou Le meilleur des mondes d'Huxley sont à cet égard des utopies aussi, sur la face nocturne évidemment, mais des utopies où il n'y a évidemment pas d'éducation, il y a même de la sélection, et de la sélection, vous le savez, non pas simplement à la naissance, mais même en amont. On sélectionne les gamètes, on fait en sorte que chacun de celui qui naît ait une place identifiée sur laquelle il ne pourra pas revenir. Tout se passe comme si dans ces utopies-là, il y avait une sorte d'impuissance identifiée, reconnue par tous, de l'éducation, au profit d'une sorte de fonctionnement sociétal qui est celui d'une horloge. Lévi-Strauss oppose l'horloge et la machine à vapeur. Il dit les sociétés dites primitives et utopiques sont des sociétés horlogères. Il ne s'y passe rien. Elles n'ont pas d'histoire. Elles n'ont pas de délinquance non plus. Elles n'ont pas de déviation. Elles n'ont pas de clinamen, au sens d'Aristote et des épicuriens qui l'avaient précédé. Elles fonctionnent en permanence à l'identique. Alors c'est étrange de parler d'utopie en éducation quand les grandes utopies congédient l'éducation et d'une certaine manière affirment l'impuissance de l'éducation ou même revendiquent l'impuissance de l'éducation en faisant comme Thomas More explicitement, dans une lettre qui fait suite à la publication du fameux livre L'Utopie, une occasion absolument détestable de désordre. L'éducation, dit Thomas More, introduit du désordre parce qu'elle donne aux individus des envies de subvertir ces fonctionnements identiques qui se reproduisent éternellement. Alors, à l'opposé de cela, il me semble qu'on a toute une série de textes où c'est l'éducation elle-même qui se donne comme utopie. Mais pas n'importe quelle éducation. J'ai étudié pour ma part, dans un petit livre qui s'appelle « Frankenstein pédagogue », cette espèce de songerie éducative qui consiste à croire que l'on peut fabriquer l'autre en fonction d'un projet pour lui, y compris quand ce projet est le meilleur du monde. De Pygmalion au Golem, en passant par Frankenstein, on a, dans toutes ces métaphores éducatives, là encore, une sorte, non pas là encore, mais à l'inverse, une sorte de promotion de l'éducation comme utopie absolue. Et chez un certain nombre d'auteurs, en particulier quelques-uns de ceux qui se sont voulus comme des grands pédagogues de l'homme nouveau, on a cette idée que non seulement l'éducation n'est pas congédiée, mais qu'elle peut tout. Qu'elle peut tout. Nous allons avec Jean bientôt participer à une soutenante de thèse sur Makarenko.
Et l'œuvre de Makarenko est particulièrement significative de cette revendication de la création d'un homme nouveau sur la base de la liquidation de l'homme ancien et avec la perspective de créer quasiment ex nihilo un individu qui sera, lui, digne des valeurs que l'on prétend promouvoir, qui sont la solidarité, la fraternité, et puis la croissance et évidemment l'intérêt du prolétariat pour ce qui concerne Makarenko. Tout se passe comme si donc l'éducation était dans un rapport avec l'utopie particulièrement problématique, puisque dans un cas, la cité utopique n'a pas besoin d'éducation, elle la congédie. Dans l'autre, quand l'éducation se fait utopie, et regardez les grandes rêveries de la science-fiction, elle détruit la cité. Elle détruit la cité parce que celui qui est créé, qui est fabriqué, le robot, se retourne toujours contre ses maîtres, qui ont voulu maîtriser son histoire, son développement et son destin. Et ces robots-là finissent toujours par anéantir leur créateur. Alors, de ce double rapport entre éducation et utopie, j'en tire l'idée, mais je l'explore avec vous comme une hypothèse, qu'entre l'éducation congédiée et l'éducation magnifiée, entre l'éducation impuissante et l'éducation toute puissante, ce qui peut se frayer un chemin, c'est précisément la pédagogie. La pédagogie qui refuse à la fois l'éducation impuissante et l'éducation toute puissante pour tenter de trouver un passage qui soit un passage possible où l'on a un pouvoir sur les choses sans pour autant avoir tout le pouvoir sur les choses. Alors, ces quelques mots d'introduction étant dits, je voudrais structurer mon propos en deux temps, assez classiquement. Un premier temps où je rappellerai d'une manière très sommaire quelques-unes des impasses de ce qu'on a appelé la modernité, puis la post-modernité, qu'on appelle aujourd'hui l'hypermodernité. Alors, vous appellerez cela comme vous voudrez. Avant, dans un deuxième temps, de m'interroger sur en quoi la pédagogie, en tant qu'utopie, peut précisément permettre peut-être de construire un avenir quand tout face à nous paraît parfois bouché. Alors, quelques remarques rapides sur ce que j'appelle les impasses de cette hypermodernité. Trois paradoxes me paraissent constituer cette hypermodernité. La fin des sociétés holistiques et le bien commun introuvable. Alors, c'est un paradoxe. Les sociétés holistiques, elles permettaient de réunir dans une même unité le politique, le religieux, l'éducatif, le social, l'économique. Et il existait au-dessus de nous, quelque part dans le ciel, une sorte d'avenir qui nous dictait évidemment notre bien à notre place. Nous sommes devenus, comme le dit justement Marcel Gauchet, il date cela des années 1950, mais on pourrait dire que c'est quand même quelque chose qui s'est fait très progressivement à partir de la Deuxième Guerre mondiale et qui ensuite a monté en puissance. Et monté en puissance, nous sommes devenus, dit Marcel Gauchet, métaphysiquement démocrates. Alors, moi, l'expression m'intéresse beaucoup parce que ça ne veut pas dire que nous sommes devenus politiquement démocrates. Nous sommes devenus métaphysiquement démocrates, c'est-à-dire que nul d'entre nous n'accepte que son destin, son histoire, soit dicté par une force extérieure à lui qui s'imposerait et qui lui dirait qui il doit épouser, quel métier il doit choisir, ou quelle section de lycée son fils ou sa fille doit prendre. Ça, c'est assez nouveau quand même. C'est assez nouveau et ça renvoie à cette rupture
des sociétés holistiques et à cette émergence de l'intérêt individuel qui ne tolère pas que l'on décide à sa place d'un certain nombre de choix qu'il considère comme étant de ses prérogatives fondamentales. Mais quand Marcel Gauchet dit cela, quand il dit que nous sommes venus individualistes, ce qu'il appelle l'individualisme social, métaphysiquement démocrate, il précise toujours que nous n'avons pas transformé l'essai en matière démocratique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas politiquement démocrates. C'est-à-dire que nous avons fait exploser les sociétés holistiques en une multitude d'individus qui recherchent chacun leur intérêt individuel, mais nous n'avons pas nécessairement pour autant été capables de permettre à ces individus de travailler ensemble à l'identification de quelque chose qui pourrait se substituer à la verticalité des sociétés théocratiques dont nous ne voulons plus. Donc nous avons fait la moitié du chemin en quelque sorte. Nous avons fait exploser le carcan, mais nous n'avons pas reconstitué ce qui pourrait nous permettre, et Dieu sait que je n'aime pas cette expression qui est devenue vraiment un lieu commun, le vivre ensemble. Donc nous sommes à la fois en refus par rapport au fait qu'une verticalité puisse nous donner un ordre, et nous sommes en même temps dans l'incapacité de trouver un moyen pour opposer un bien commun à la déferlante des intérêts individuels. Regardez ce qui se passe dans l'école, simplement. Nous savons bien comment nous avons fait beaucoup de chemin depuis l'époque où moi-même, certains d'entre nous ici sommes rentrés à l'école. Moi, je suis rentré à l'école comme aujourd'hui j'entre dans un avion. C'est-à-dire, mes parents ont bouclé la ceinture et qu'à aucun moment, ils n'ont eu envie d'aller taper à la porte du pilote pour lui dire comment il devait décoller, atterrir, voler sur l'aile, etc. Ils faisaient confiance au pilote. Le pilote faisait bien ce qu'il voulait. Mes parents étaient royalistes, mon instituteur était communiste, mais à aucun moment mon père royaliste ne se serait permis de contredire l'instituteur communiste. Et si, quand j'étais en 7e, mon instituteur avait dit « Eh bien, le petit Mérieux, il ne peut pas aller en 6e, il doit aller chez un patron ou dans une école professionnelle », mon père aurait évidemment approuvé et n'aurait en aucun cas imaginé d'explorer une autre hypothèse que celle que l'instituteur développait et décidait au nom de l'institution qu'il représentait. Aujourd'hui, on voit bien que nos instituteurs, professeurs des écoles et professeurs, ne sont pas tout à fait dans la même situation. On voit bien que les parents poussent pour exiger de savoir ce qui se passe, mais aussi parce qu'ils s'inquiètent que leurs enfants soient maltraités, victimes d'injustice, trop ou pas assez punis, qu'on n'utilise pas la bonne méthode avec eux, et ainsi de suite. Les professeurs vivent cela d'une manière souvent intrusive, mais ils ont un peu de mal à lutter contre ce phénomène, dans la mesure où, quand il s'agit de leur propre progéniture, ils font évidemment exactement pareil. Alors évidemment, avec un peu plus d'habileté, c'est-à-dire qu'ils n'exaspèrent pas leurs collègues, ils savent comment s'exprimer pour passer à travers les mailles du filet, etc. André de Peretti, qui a fêté ses 100 ans il y a quelques jours, disait il y a déjà bien longtemps, tout le monde sait que l'école est faite pour les fils d'enseignants, mais comme ils sont généreux, ils en acceptent aussi quelques autres. Et effectivement, les statistiques n'ont pas démenti cela. Les enseignants sont de très loin ceux dont les enfants réussissent le mieux à l'école. Mais peut-on refuser à un parent qui, par exemple, veut enlever son fils ou sa fille d'une école parce qu'il a peur que son fils ou sa fille se fasse agresser ou racketter, peut-on lui dire que c'est un mauvais parent au nom du fait que nous, politiquement, nous luttons pour la mixité sociale? Vous avez sans doute vu la semaine dernière la polémique suscitée par l'article du Monde de Piketty sur la mixité sociale des collèges parisiens.
enquête dans laquelle Piketty montre qu'il y a 16% d'enfants à Paris, en tout sur la population parisienne, de milieux extrêmement défavorisés, et que selon les collèges publics et privés sous contrat, ce pourcentage d'enfants de milieux très défavorisés va de 0,3 à 96%. Dans certains, il n'y a que 0,3% d'enfants défavorisés, dans d'autres, 96%. Alors je peux parfaitement dire aux parents, mais attendez, oui, bien sûr, vous habitez dans ce quartier, je sais que le collège, ça craint un peu. Bon, je sais que votre fille est un peu fragile. Je sais que psychologiquement, elle tiendra peut-être pas le coup. Mais quand même, vous devez vous dévouer pour l'idéal de mixité sociale pour lequel les uns et les autres, nous sommes bien évidemment convaincus que c'est là que se joue l'avenir de l'école et de la société. Sauf que pour que la personne accepte de sacrifier son intérêt individuel à un moment donné, voire de mettre en situation de danger ses propres enfants, il faut que le bien commun qu'on lui fait valoir soit suffisamment attractif et important à ses yeux pour mériter que l'on sacrifie cet intérêt individuel. Or, c'est bien là la grande difficulté de nos politiques et de nos politiques éducatives parmi toutes nos politiques, c'est que nous n'avons pas de bien commun à opposer à la déferlante des intérêts individuels. Nous n'avons pas de bien commun à opposer à cette déferlante. Nous avons des slogans, nous avons des idées généreuses, nous avons des préoccupations, mais un bien commun capable de susciter l'adhésion et qui permettrait à chacune et à chacun de se dire « oui, je sacrifie mon intérêt individuel parce que je crois qu'il y a un bien commun et que ce bien commun, j'y adhère », nous voyons bien que c'est relativement introuvable. Donc, premier paradoxe de cette modernité, fin des sociétés holistiques, mais nous sommes métaphysiquement démocrates, mais pas politiquement encore démocrates. Les machines à fabriquer du bien commun ne sont pas là. Ou si elles sont là, elles sont grippées. Elles ne fonctionnent pas, les machines à fabriquer du bien commun. Elles ne fabriquent que des compromis boiteux, et des compromis boiteux qui sont, dans l'immense majorité des cas, des compromis verbaux et non pas des compromis capables de s'opposer d'une manière claire à des intérêts individuels qui déferlent. Deuxième élément, deuxième paradoxe de cette hypermodernité, c'est la montée simultanée des individualismes et des crispations identitaires. Alors, je ne vais pas aller très loin là-dessus parce qu'on est dans le registre de l'évidence, les individualismes, on vient d'en parler. Alors, ça peut paraître étonnant que dans une société individualiste, nous voyons les crispations identitaires monter, les communautés devenir progressivement des clans, voire des gangs, que nous observions ce phénomène de l'entre-soi, qui est aujourd'hui si bien étudié par les sociologues et qui ne touche pas que la construction de ghettos de pauvres, qui touche aussi, bien évidemment, la construction de ghettos de riches, de ghettos de gens qui pensent ceci, qui pensent cela, qui utilisent tel moyen de locomotion, qui font tel sport, et ainsi de suite. Je crois qu'il faudrait regarder d'un peu près comment la montée de l'individualisme et l'absence de bien commun provoquent d'une manière quasiment mécanique ces replis dans des groupes fusionnels, dans des groupes identitaires qui fonctionnent d'une manière quasiment mimétique pour fuir la solitude, pour fuir aussi quelque chose d'insupportable dans la société de l'individualisme qu'Ehrenberg a qualifié comme la fatigue d'être soi, et pour trouver enfin, dans un monde où il n'y a pas de repères, un certain nombre d'éléments stabilisés qui permettent, au fond, de retrouver une sorte d'évidence et d'y voir clair dans le monde. J'ai été frappé en lisant encore hier des témoignages de jeunes
dans la radicalisation, par la manière dont ils expliquaient pourquoi ils étaient devenus radicalisés. Et une phrase m'est venue en les lisant, c'est au fond, toute clarification est vécue comme une libération. Et on clarifie, on leur dit où est le bien, où est le mal, on leur dit qui sont les bons, qui sont les mauvais, et on leur permet au fond de ne plus avoir à s'inventer en s'aliénant au sens propre à un groupe fusionnel qui leur donne à la fois une identité et une sécurité, mais en faisant payer cela au prix fort, c'est l'abandon de toute liberté. Je crois qu'il y a là un phénomène extrêmement important à pointer et qui interpelle, comme le premier, bien évidemment, le pédagogue et l'éducateur. Troisième phénomène, c'est celui de cette espèce de recherche permanente dans notre société individualiste et constituée de groupes de pression, on va dire de lobbies, de clans, de gangs. Alors, évidemment, quand il s'agit des banquiers, on ne parle pas de gangs, c'est pas comme dans les banlieues, mais enfin, globalement, ils se comportent quand même un peu de la même manière. Hein. Donc, dans cette société où des groupes d'intérêt, ou des groupes fusionnels se confrontent en permanence, on nous invite, chaque fois qu'il y a un conflit social, écoutez la radio, à nous mettre autour de la table. Les politiques, les journalistes disent « on va mettre tout le monde autour de la table ». Et puis on va clarifier, on va discuter, et de là va naître un consensus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de table. Il n'y a pas de table au sens où Hannah Arendt nous a dit déjà dans Conditions de l'homme moderne qu'il n'y avait plus de table. Je cite Hannah Arendt. « Ce qui rend, dit-elle, la société de masse si difficile à supporter, ce n'est pas principalement du moins le nombre de gens, c'est que le monde qui est entre eux n'a plus le pouvoir de les rassembler, de les relier ou de les séparer. Étrange situation qui évoque une séance de spiritisme au cours de laquelle les adeptes, victimes eux-mêmes d'un tour de magie, verraient leur table soudain disparaître, les personnes assises les unes en face des autres n'étant plus séparées, mais n'étant plus reliées non plus par quoi que ce soit de tangible. Le risque est grand alors, dit-elle, que se trouvant ainsi dans l'impossibilité de continuer leur partie, les joueurs se précipitent les uns sur les autres jusqu'à l'anéantissement réciproque. » Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a plus de table, ça veut dire qu'il n'y a plus de langage commun. Nous ne parlons plus le même langage, puisque chaque fois qu'on demande aux différents partenaires de se mettre autour de la table, qu'observe-t-on? C'est qu'ils sont porteurs de logique, et là, hommage à Boltanski-Thévenot et aux autres, de logiques qui ne sont pas compatibles entre elles, mais qui ont chacune souvent leur légitimité. Entre la logique marchande, la logique familiale, la logique civique, etc., il y a des légitimités, mais ces légitimités ne sont pas compatibles, et c'est le choc de ces légitimités qui rend impossible, en quelque sorte, la construction du commun. Alors, si je me permets de vous dire cela, c'est parce que j'en viens, grâce à cela, à une question qui me semble, pour moi, au cœur de la réflexion pédagogique et constitutive même de la pédagogie. C'est une question que l'on trouve dans Platon, au tout début, dans les 10 premières lignes de son livre essentiel qui s'appelle La République. Avant même que Socrate commence à discuter, il y a une espèce une rencontre, je vous passe le détail, où Socrate est lui-même mis en échec par la personne qu'il rencontre, parce que Socrate veut lui expliquer quelque chose, et la personne qu'il rencontre lui dit « Mais moi, je ne veux pas t'écouter, Socrate. Et si je ne t'écoute pas, tu peux toujours avoir les raisonnements les plus sophistiqués et les mieux construits,
tu ne feras pas entendre raison à celui qui n'a pas choisi la raison. Tu ne feras pas entendre raison à celui qui n'est pas dans la raison. Je fais l'hypothèse dans le petit ouvrage que Étiennette a eu la gentillesse de citer, que si les attentats ont si fortement bousculé nos imaginaires collectifs, mais bousculé aussi notre imaginaire professionnel, enseignant, c'est parce qu'il réactive une question fondamentale qui est au cœur de toute société moderne, qui est dès lors qu'il n'y a plus de consensus imposé par une verticalité, comment faire entendre raison à celui qui n'a pas choisi la raison? Question que nous retrouvons dans les situations les plus banales de la quotidienneté pédagogique, aussi bien que dans les situations les plus extrêmes. Question que nous retrouvons face à l'ennui ostensible ou à l'agression brutale. Question toujours présente dans nos classes, quand celui que nous avons pour mission d'éduquer se détourne délibérément de nous ou résiste obstinément à notre enseignement. Question du quotidien de l'enseignant s'il en est, face à tous ceux qui doutent de sa parole. Travaille et tu réussiras, mon œil. Le petit dealer à côté, il gagne plus que toi. Ce qui délégitime notre discours. Mais vous êtes qui, vous, monsieur, pour prétendre ça et pour m'imposer ce que vous dites? Question qui simplement ou mystérieusement place l'autre dans une situation de radicale extériorité par rapport à nous, cause toujours tu m'intéresses. Question qui interpelle au fond l'humain que nous sommes dans sa capacité à arraisonner l'autre. Et j'emploie ici le verbe arraisonner avec bien évidemment un jeu de mots que vous entendez. Arraisonner, c'est le ramener dans une discussion raisonnable. Et on sait bien à quel point c'est difficile de faire entendre raison à celui qui n'a pas choisi la raison, au point que la tentation permanente, c'est de pathologiser le refus de la raison et de l'autre. C'est-à-dire de dire il est fou. Et on le voit avec les terroristes, ce sont des fous. Ce sont des fous, donc on ne peut pas leur faire entendre raison, donc ils relèvent d'une autre forme de thérapie, un peu comme certains élèves qui ont délibérément décidé de se mettre en dehors de l'institution scolaire, qui ne jouent pas le jeu de cette institution scolaire et que donc on ne peut que décider de mettre à l'écart de cette institution scolaire. Alors, il me semble que cette question-là, comment faire entendre raison à celui qui n'a pas choisi la raison, on peut tenter de la résoudre de trois manières. Alors, il y a une première manière, qui évidemment ne fonctionne pas, qui serait de croire qu'on peut convaincre par la raison qu'il est bon d'écouter la raison. Parce que si je convainc par la raison qu'il est bon d'écouter la raison, c'est que l'autre a entendu qu'on peut être dans la raison. C'est-à-dire qu'il est déjà à raisonner, pour reprendre, c'est-à-dire il est déjà dans le dialogue constructif et il est déjà réceptif à mes arguments. Mais c'est supposer le problème résolu. Donc, on peut imaginer que ça ne marche pas. Alors, on pourrait penser que la solution, c'est en quelque sorte d'exclure le sujet de la raison. C'est de le déclarer fou, définitivement fou. Donc, en quelque sorte, imperméable à la raison. On l'exclut du cercle des êtres raisonnables. Bon. Ou alors, il y a une troisième hypothèse, qui est le contraindre à la raison. Et peut-être en utilisant précisément les arguments de nos adversaires, type l'intimidation,
l'embrigadement, voire un certain nombre de prothèses technologiques ou chimiques qui seraient susceptibles finalement de faire entendre raison à ceux qui ne sont pas dans la raison, pour qu'ils puissent, comme nous, accéder à un discours rationnel où nous pourrions discuter ensemble de chaque côté de la table de l'avenir du monde, un être conscient et responsable de notre destin collectif. Mais vous voyez que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce qu'au fond, on est toujours acculé à un dilemme qui est la démission ou le passage en force. La démission qui consiste à dire, au fond, bon, la raison, ce n'est pas pour lui, tant pis, ce n'est pas mon problème. Ou le passage en force, mais oui, mais ton avenir, tu vas voir, on va y arriver. Et puis, la raison, tu vas l'entendre. L'impératif catégorique kantien, tu vas voir, je vais te le faire rentrer dans le cerveau. Et puis, je prendrai tous les moyens qu'il faut, les électrodes, si c'est nécessaire. Et on est ainsi acculé, en quelque sorte, à utiliser les armes de l'adversaire pour convaincre l'adversaire d'abandonner les siennes. Ce qui, bien évidemment, ne marche pas. Ce qui condamne irrémédiablement toute tentative de déradicalisation qui consisterait à croire que l'on peut imposer un autre idéal à ceux qui ont choisi un idéal que nous désapprouvons. On pourrait peut-être leur imposer, mais si on le leur impose, ce sera par des moyens qui précisément sont les moyens que nous réprouvons. Et on voit bien que cette difficulté-là, que je formalise à travers la situation radicale des attentats et des terroristes, mais qui est au fond la situation qui, à un degré moindre, se vit au quotidien chaque fois que nous rencontrons quelqu'un qui n'entre pas dans notre jeu, est aussi le dilemme de toute démocratie, qui, face à ceux qui se mettent hors jeu, est toujours tenté soit de considérer qu'ils ne sont pas dignes d'être des citoyens et que donc on les met dans des situations d'exclusion et de contrôle, soit ils le deviendront, qu'ils le veuillent ou non, des citoyens. Alors ce que je vais tenter de vous dire, mais rapidement, c'est que la pédagogie est précisément une utopie. Pourquoi ? Parce qu'elle cherche à échapper à ce dilemme. C'est-à-dire qu'elle cherche à échapper à cette oscillation infernale entre la démission et le passage en force. Face à moi, il y a quelqu'un qui ne veut rien entendre. Combien de fois dans les établissements scolaires entendons-nous « il ne veut rien entendre ». Il ne veut rien entendre. Je lui ai expliqué pourtant 100 fois, mais il ne veut rien entendre. Face à celui qui ne veut rien entendre, face à l'échec auquel Socrate est confronté lui-même, face à celui qui ne veut rien entendre, si nous refusons de démissionner, c'est-à-dire de l'abandonner, ou de passer en force, qu'est-ce qui nous reste comme solution ? Je fais l'hypothèse qu'il ne nous reste que la pédagogie. Qu'il ne nous reste que la pédagogie et qu'à cet égard, la pédagogie est quelque chose d'infiniment improbable, d'extrêmement fragile, que c'est plutôt un sentier à défricher en permanence qu'une autoroute, et que c'est une utopie parce que rien ne dit qu'il existe un chemin entre la démission et le passage en force. Peut-être qu'il n'y a pas de chemin. Mais la pédagogie fait le pari qu'il existe un chemin, parce que la pédagogie fait le pari qu'entre l'autre et moi, il y a quelque chose de plus fort que la raison, qui est un discours d'avant la raison, dit Emmanuel Lévinas, qui est la reconnaissance de l'humain. Une sorte
d'acceptation commune de notre condition, acceptation à la fois inconditionnelle et mystérieuse, qui, d'après Lévinas, constitue le commandement fondamental, qui distingue à la fois de l'autorité et de la tyrannie. Le commandement fondamental, dit-il, dans ce texte superbe qui s'appelle précisément « Commandement et tyrannie », c'est ce commandement du visage de l'autre qui fait qu'avant même d'entrer dans le discours rationnel et de pouvoir être dans la conviction argumentée, on est dans la reconnaissance réciproque d'une humanité. Avec toutes les difficultés que cela représente et tous les défis que cela représente, et Lévinas ajoute, cette reconnaissance réciproque de l'humanité ne va pas de soi. Il dit même, c'est un pur miracle. Il ajoute même pure éventualité et éventualité pure. Rien ne dit que ça existe, mais c'est probablement le pari qu'il nous faut faire si nous ne nous voulons pas, dit Lévinas, être condamnés à la barbarie. Alors, je vais revenir à des choses plus terre-à-terre. Quels seraient les enjeux d'aujourd'hui? Une verticalité sans théocratie. Il nous faudrait une verticalité sans théocratie. Quelque chose qui nous aide à tenir debout, mais qui ne soit pas pour autant quelque chose qui nous aliène à un pouvoir obscur ou aveugle dont nous ne serions que des assujettis. Il nous faut du commun sans communautarisme. Il nous faut de la liberté sans individualisme. Alors c'est compliqué tout ça, hein? Une verticalité sans théocratie, du commun sans communautarisme, de la liberté sans individualisme. C'est compliqué et pourtant, je fais l'hypothèse avec vous que la pédagogie peut être, là quelque part, un chemin possible qui s'assume comme risque et qui par ailleurs refuse toute clôture. Je rejoins là quelque chose que Jean a dit tout à l'heure, refuse toute clôture, y compris les clôtures scientifiques par exemple. La clôture que représenteraient aujourd'hui les neurosciences, qui viendraient apparaître comme l'outil miracle qui permettrait enfin de trouver le moyen d'arraisonner l'autre sans avoir à faire de pédagogie avec lui, puisqu'on aurait les leviers avec lesquels ça marcherait à coup sûr. Si on veut laisser la réflexion pédagogique ouverte, il faut donc se méfier profondément de tout ce qui la clôture au sens de, non pas suture la blessure, mais la clôture au sens de lui donne une solution définitive qui lui évite de se construire en permanence dans la durée et de se considérer comme un chemin et une démarche. Il y a deux types de clôtures que je vois émerger aujourd'hui et qui fonctionnent bien. C'est les neurosciences et le management. Les neurosciences et le management sont deux clôtures qui fournissent assez de certitude pour qu'on puisse pouvoir penser se passer de pédagogie et imaginer qu'au fond, on n'a pas besoin de faire ce travail avec l'autre pour construire notre commun avec lui, parce qu'il existerait des techniques neuroscientifiques ou managériales qui seraient susceptibles de résoudre définitivement ce problème. Alors, à partir de là, le chemin fragile de la pédagogie. Le chemin fragile de la pédagogie, en tant qu'il passe par la reconnaissance inconditionnelle de l'humain dans l'autre, et quand on dit inconditionnel, c'est réellement inconditionnel. Yankelevitch dit très justement, si on met une seule condition à l'inconditionnel, il n'y a plus d'inconditionnel. Si on dit tous les hommes sont égaux sauf un, alors Yankelevitch vous dit, ayez peur, parce que ce un, ça peut être vous demain. Hein. Alors, méfiez-vous. Celui qui met une seule conditionnalité à quelque chose prend toujours le risque que cette conditionnalité se retourne sur lui. Si je dis tous les hommes sont égaux, sauf ceux qui,
Ah ben oui, mais je peux être ce qu'il a, moi, pour l'autre. Donc la maxime n'a plus de sens dès lors qu'elle n'est pas inconditionnelle. Hein. La reconnaissance inconditionnelle de l'humain dans l'autre, comme hypothèse, je ne sais pas s'il est là, l'humain dans l'autre. C'est une hypothèse. Un humain infiniment fragile, mais éminemment digne, et qui est, au sens de Lévinas, le commandement d'avant toute activité. Lévinas explique que l'acte violent, l'acte barbare, c'est celui qui ne voit pas le sujet sur lequel il s'effectue. Le barbare, c'est celui qui ne voit pas l'autre, qui ne voit que le geste qu'il commet sur l'autre, et qui ne voit pas la victime de notre propre geste. Et effectivement, il y a une multitude de gens qui ne voient que le geste, la beauté du geste, la grandeur du geste, l'héroïsme du geste. Mais ce que le geste produit sur l'autre, Lévinas dit, il détache le geste de l'effet sur autrui. Je vais vous trouver la citation exacte parce que je ne voudrais pas dire ici des choses approximatives. Mais c'est quelque chose comme ça. Alors si la pédagogie c'est cela, et je crois que c'est un peu cela, il faudrait regarder, j'ai commencé un peu à le faire, si dans les textes des grandes figures de la pédagogie, on trouverait quelque chose qui serait même de façon extrêmement ténue un peu cela. Et je crois que oui, on trouve cela. On trouve chez ces grandes figures cette idée qu'il y a une inconditionnalité de l'humain que nous ne pouvons refuser à quiconque. Et quoi que ce quiconque ait fait. Mais c'est très exigeant, hein, parce que si je dis quoi que ce quiconque ait fait, ça veut dire même le terroriste. Hein. Alors évidemment, pour moi, dans la classe, ce n'est pas le terroriste, c'est même le gamin qui dit « j'en ai rien à foutre de l'école ». Ou même le gamin qui m'agresse, etc., etc. Mais cette inconditionnalité-là, on la sent, me semble-t-il, présente au cœur même de ce qu'on appelle historiquement la réflexion pédagogique. Il y aurait donc cette reconnaissance inconditionnelle qui serait, c'est une hypothèse que je vous soumets encore, la source d'une inventivité sans cesse remise en chantier pour, au fond, c'est une expression assez banale et aussi un peu un lieu commun, parvenir à convaincre sans vaincre. C'est-à-dire parvenir à raisonner sans pirater. Pour reprendre la même métaphore et pour filer la même métaphore. Alors c'est sans doute très compliqué cela, il faudrait prendre beaucoup de temps pour voir comment c'est possible, je ne vais pas le faire avec vous ce soir, mais j'ai essayé d'identifier quelques éléments qui me semblent suffisamment présents dans la pédagogie à travers ces diverses manifestations historiques, et je ne rentrerai pas dans le détail, pour pouvoir vous être présenté. J'ai identifié 7 verbes. Bon, alors, je vous les fais apparaître ici, quasiment tous. Je ne vais pas les commenter chacun, cela serait trop long et je suis presque au bout de mon temps. Surseoir, la vieille idée de Kortchak. Le sursis, c'est cette capacité qu'a l'individu de ne pas être dans le pulsionnel permanent, mais de construire entre la pulsion et l'acte l'espace de la pensée. Et on doit, je crois, à Kortchak d'avoir, parmi les pédagogues, été l'un de ceux qui a le mieux compris l'enjeu de ce qu'est le sursis, de la ritualisation du sursis, de cette posture systématique pédagogique qui consiste ni à dire toujours oui à l'enfant, parce que dire toujours oui à l'enfant, disait Kortchak, fait de lui un capricieux,
ni à dire toujours non à l'enfant, parce que Kortchak disait très justement, dire toujours non à un enfant, c'est faire de lui un dissimulateur. Si vous dites toujours oui à un enfant, il sera capricieux, mais si vous dites toujours non à un enfant, il fera ce que vous lui interdisez, mais dans votre dos. Si vous voulez élever un enfant, dit Kortchak, ça n'est ni toujours oui, ni toujours non qu'il faut lui dire. C'est non, pas tout de suite, oui, mais peut-être. Prenons le temps d'y penser et prenons dans ce temps-là même un peu de temps pour nourrir notre pensée par la culture. Et quand Kortchak relève dans la boîte aux lettres le soir un certain nombre de courriers envoyés par les enfants de l'orphelinat, qu'il les lit en les anonymant et qu'à partir de cela, il raconte un certain nombre d'histoires, mais qu'il commente aussi l'actualité, quand la veille même du jour où les enfants vont être embarqués pour Treblinka, Kortchak prend du temps avec eux pour jouer une pièce de théâtre de Tagore et pour leur permettre de s'habiter encore un peu intérieurement. Il ne fait rien d'autre que de créer des espaces pour la possibilité de l'émergence d'une pensée. Alors on pourrait multiplier les exemples dans l'histoire de la pédagogie, mais celui-ci me paraît très lumineux. Distinguer, évidemment, distinguer dans l'histoire de l'école française, c'est d'abord distinguer le savoir et le croire. Mais comme le dit très justement déjà Ferdinand Buisson, et comme le rappelle avec force notre collègue Bernard Rey dans tous ses travaux, demander aux élèves de distinguer le savoir et le croire est extrêmement exigeant. Parce qu'on ne peut pas imposer aux élèves de séparer et de distinguer les savoirs et les croyances si par ailleurs nous enseignons nos savoirs comme des croyances. Or, précisément, c'est bien là le problème. C'est que nous exigeons souvent de nos élèves qu'ils distinguent les savoirs des croyances tout en enseignant nos savoirs comme des croyances. Construire, je reviens en arrière. Construire, ce n'est pas ici au GFN que je détaillerai, que j'irai plus loin dans ce verbe. Construire, ce n'est pas simplement construire avec ses mains, quoique. J'aime beaucoup le travail de notre collègue Matthew Crawford, son éloge du carburateur ou son dernier livre Contact. Vous savez, Matthew Crawford, c'est ce collègue de l'université d'Harvard qui est à mi-temps professeur de philosophie à Harvard et à mi-temps embauché dans un garage pour réparer des mobylettes. Et qui nous explique que précisément ce qu'on appelle le travail manuel est une condition à ses yeux du travail intellectuel, dans la mesure où c'est à travers le rapport à l'objet que se construit ce qu'il appelle une écologie de l'attention, L l'apostrophe, qui seule peut permettre de faire baisser la tension en deux mots. Donc, construire, c'est probablement retrouver aussi quelque chose de ce concret. Dans son dernier livre, Contact, Matthew Crawford explique à quel point la perte du contact avec le concret dans la jeunesse, et il parle d'une population de la jeunesse américaine aujourd'hui, est dramatique en termes de perte de l'exigence, en termes de perte de la compréhension d'un certain nombre de mécanismes fondamentaux, au point que certains gamins finissent par croire que c'est en gueulant sur les tomates qu'on peut les faire pousser. Donc construire, c'est aussi probablement retrouver un contact et un rapport au réel, mais c'est aussi construire au sens où le GFN l'entend, c'est-à-dire se mettre dans une situation où on construit ensemble un certain nombre de savoirs. Le verbe suivant, il a un peu mauvaise presse, c'est compatir. J'aurais pu mettre consentir, mais consentir veut dire autre chose. Ça aurait été plus joli, consentir. Mais compatir, bon voilà, compassion, empathie. Moi, j'ai beaucoup appris du livre de Martha Nussbaum, Les émotions démocratiques, et de ce qu'elle dit sur l'usage du récit, de la littérature, des arts, et en particulier la manière dont elle montre comment les arts jouent ce rôle fondamental pour le développement de l'être humain, qui est de faire percevoir l'autre comme un autre moi-même. C'est-à-dire de faire entendre à l'autre qu'il est comme moi parce qu'il partage avec moi un certain nombre d'angoisses, d'inquiétudes, de préoccupations, et que je découvre à travers ces récits un certain nombre de choses qui m'échappent.
Compatir, c'est sortir évidemment de son narcissisme initial, son égocentrisme enfantin, comme disent les psychologues ou les psychanalystes. On pourrait ajouter débattre. Et évidemment, il ne s'agit pas du débat qu'a fait du commerce, il s'agit d'un débat construit, d'un débat qui permet d'intérioriser l'exigence de précision, de justesse et de vérité. Et là, les travaux de nos collègues comme Michel Tozzi, par exemple, mais d'autres aussi, me paraissent particulièrement intéressants. Se décentrer, c'est-à-dire ouvrir le champ, sortir de ce petit cercle dans lequel on vit. L'école a cette fonction-là aussi, ouvrir le champ au-delà de l'univers familial, de l'univers amical, de l'univers local, pour ouvrir à l'intelligence de cette solidarité dont a parlé Jean tout à l'heure. Moi, je cite souvent la phrase d'Albert Jacquard, qui m'a beaucoup appris, qui dit un des enjeux majeurs de l'éducation aujourd'hui, c'est la solidarité. Non pas parce que la solidarité est une valeur, dit Jacquard, mais parce qu'avant d'être une valeur, nous savons aujourd'hui qu'elle est un fait. Nous sommes solidaires. Il n'y a rien de ce que nous faisons est insignifiant au regard de notre environnement humain et terrien. Donc la capacité de décentration, c'est la capacité de découverte de cette solidarité. Et puis coopérer, bien sûr. Coopérer dans la tradition pédagogique, c'est aussi découvrir la responsabilité et découvrir une forme d'autorité qui est celle de la responsabilité, qui est la forme d'autorité démocratique. Claude Lefort, dans un de ses textes célèbres, dit ce qui caractérise la démocratie, c'est que le lieu du pouvoir est vide. Nul n'a jamais légitimité à occuper ce lieu du pouvoir. Le seul qui peut exercer de l'autorité, c'est celui qui a une responsabilité. C'est ce qui fait qu'une petite fille de 4 ans peut dire « j'ai autorité sur le bocal à poisson rouge puisque j'ai l'autorité, j'ai la responsabilité du bocal à poisson rouge et en tant que j'ai cette responsabilité pour le bien commun, j'ai autorité sur ceux qui veulent mettre des saletés dans le bocal à poisson rouge. » Cette découverte que l'autorité est liée fondamentalement à la responsabilité est quelque chose qui ne va pas de soi et qui me paraît une exigence fondamentale de la démocratie. Alors si j'ai mis ces verbes comme ça, et on pourrait en trouver d'autres, si j'ai mis ces verbes en rond, c'est bien évidemment parce que ça n'est pas une hiérarchie, c'est bien évidemment parce que ça n'est pas non plus une taxonomie au sens traditionnel du terme. Ce sont des pistes, ce sont des ouvertures, ce sont plutôt des échappées belles. Et j'aime bien le terme d'échappée belle à condition de le prendre carrément au sens propre. C'est de belles échappées. C'est de belles échappées qu'on peut tenter de mettre en œuvre, y compris face à ceux qui se dérobent à notre rationalité. Alors, ce n'est pas simple. Dans mon dernier ouvrage, je fais état de cette expérience des collègues qui, en prison, ont mis en place un module de déradicalisation. Le terme est vraiment affreux et très difficile à prononcer en plus, donc il faudrait, pour le coup, s'en débarrasser et trouver autre chose. Je pense que c'est assez urgent d'ailleurs. C'est un module d'1 semaine autour de la figure de Galilée. Je trouve que c'est très bien choisi d'ailleurs, Galilée. Galilée est très bien choisi parce que Galilée est probablement, sur le plan épistémologique, une des ruptures majeures dans la pensée. Galilée, ce n'est pas Copernic. Copernic dit « tout se passe comme si le soleil tournait autour de la Terre ». Mais comme moi, je suis chrétien, et qu'en plus je suis un clerc, que je sais que Josué a arrêté le soleil avec la main, je ne peux pas dire que le soleil tourne autour de la Terre. Je dis en revanche que mathématiquement, tous mes calculs font état de phénomènes qui font que tout se passe comme si le soleil tournait autour de la Terre. Galilée, lui, il ne va pas s'encombrer de trucs comme ça. Il va dire tout ne se passe pas comme si, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, point. Donc il va rompre avec cette espèce de conditionnalité de Copernic et il va amener une forme de laïcisation du savoir par rapport au croire. Et alors ses collègues font refaire aux jeunes les expériences de Galilée à partir des carnets de Galilée lui-même. Ils leur font étudier les carnets d'expériences de Galilée. Et ils leur font partager, y compris les doutes de Galilée.
y compris quand Galilée monte sur la tour de Pise, qui jette à la fois une boule de bois et une boule de fer, et qu'il se demande si elles vont arriver toutes deux en même temps ou si l'une des deux va arriver avant l'autre. Et ses collègues me disent, on n'est pas du tout sûr qu'à la sortie, ils ne seront pas djihadistes. On n'est pas du tout sûr. On n'a pas l'interrupteur magique qui, comme le dit Houdet, permettrait de passer du stade pariétal au stade frontal et de déclencher tout d'un coup le système 2 dans la pensée. On n'a pas d'interrupteur magique. On a un chemin avec des échappées belles, des possibilités, des pistes, et on fait avec ça, en combinant les choses entre elles, un travail qu'on peut appeler pédagogique. Alors là, je termine tout de suite en disant que, évidemment, je suis complètement d'accord avec Jean quand il, à partir de Dewey, souligne que cela ne peut pas faire l'objet d'une discipline ou d'un programme. C'est-à-dire ces verbes que je viens d'évoquer et qui renvoient à des sortes d'invariants pédagogiques, peut-être pas au sens de freiner, mais au sens d'un regard un peu distancié sur les propositions des grandes figures de la pédagogie. J'ai perdu ma phrase, mais peu importe. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Ça n'a pas de caractère miraculeux et a fortiori mécanique. Mais est-ce que pour autant, nous devons y renoncer? Je fais l'hypothèse que non, parce que nous n'avons pas d'autre choix pour choisir l'humain contre l'inhumain. Choisir l'humain contre l'inhumain, c'est bricoler, comme dit Hamelin. C'est bricoler avec ces verbes-là et tout un tas d'autres. C'est bricoler en n'étant jamais sûr que ça marchera à tous les coups et qu'on maîtrisera la situation. Bien sûr qu'on ne va pas la maîtriser, la situation, et qu'en grande partie, elle va nous échapper. Mais est-ce que c'est parce qu'on ne la maîtrise pas qu'il faut pour autant ne pas s'y engager? Et je conclus, puisque j'ai terminé mon temps, en disant que, de toute évidence, il y a là une utopie qui n'est pas seulement une utopie de l'éducation, qui est aussi une utopie de la démocratie. La démocratie, à cet égard, est une utopie. C'est l'utopie que l'on peut créer du commun entre les humains pour qu'ils se parlent au lieu de se battre. C'est l'utopie des chevaliers de la table ronde que rappelle Marcel Mauss à la fin de ce somptueux essai sur le don, dont il dit que la table ronde, c'est là où on laissait son épée en entrant, et là où on acceptait de partager en ayant abandonné tout à la fois ses préjugés, ses croyances, mais aussi ses convictions, pour construire du commun. Il dit, on a perdu la recette, le charpentier de Cornouailles a disparu depuis bien longtemps, mais ça reste le point de mire, alors disons l'utopie au beau sens du terme, de notre travail, à la fois pédagogique et politique, c'est-à-dire construire du commun. Et en conclusion, cette citation d'Italo Calvino, que je vous soumets simplement parce qu'elle est à la fois parfaitement dans la ligne de ce que nous avons appelé avec Jean l'utopie, et elle est aussi d'un réalisme que je trouve pas contradictoire, au fond, avec l'utopie. Calvino dit « L'enfer des vivants n'est pas chose à venir. S'il y en a un, c'est celui qui est déjà là. L'enfer que nous habitons tous les jours. L'enfer que nous formons d'être ensemble. Il y a deux façons, dit Calvino, de ne pas en souffrir. Accepter l'enfer, en devenir une part au point de ne plus le voir. La seconde est risquée, dit-il, et elle demande une attention, un apprentissage continuel. Chercher et savoir reconnaître qui et quoi au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer, et le faire durer, lui faire de la place. Eh bien, en ce début de colloque, je crois que vous êtes là pour cet apprentissage continuel, savoir reconnaître ce qui, au milieu de l'enfer, n'est pas l'enfer, et savoir comment le faire durer et lui faire de la place.
c'est à la fois une utopie et peut-être c'est pas vraiment une utopie parce que peut-être que c'est complètement possible. Voilà, merci de votre attention.